La célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo s'est déroulée dans la méditation. Dans son habituel discours à la nation, le président de la République a réaffirmé sa détermination à protéger l'intégrité du territoire national et à répondre aux besoins de la population congolaise. La lutte contre l'impunité et la corruption, des maux qui gangrènent la société, méritent d'être combattus pour un changement voulu et désiré. Occasion également de faire une évaluation sans complaisance de la place qu'occupent les pays 64 ans après l'indépendance. Où en sommes-nous en tant que RDC? Suivez. « 64 ans après l'indépendance, la RDC est encore loin des progrès attendus, et ce sur plusieurs plans. 5 chefs d'État se sont succédés, 29 premiers ministres, 3 républiques, 3 constitutions, pas d'économie forte et prospère, et une crise sécuritaire qui a traversé des époques. La politique est le domaine qui a le plus connu de hauts et des bas, avec des acteurs de tous bords qui partagent la grande responsabilité de l'État, où il se trouve le pays aujourd'hui. Je dirais une première chose, le discours du 30 juin, qui est le moment clé, le moment emblématique du passage de l'ancien au nouveau. Le discours du roi Baudouin, il jouait son rôle. C'est le colonisateur qui cède le pays, qu'il a colonisé, avec ses méthodes à lui, et qui pense, dans le style léopoldien, qu'ils ont civilisé le pays. Cette thèse, soutenue par plusieurs observateurs de la scène politique congolaise, divise sans merci dans la classe politique. Lumumba Kasavubu et les autres pères de l'indépendance ont lutté pour le départ de l'homme blanc aux commandes de l'appareil étatique, sans avoir les acquis certifiés d'une réelle alternative à la gestion implémentée par le colon. Juste après le 30 juin 1960, les velléités politiciennes envahissent la jeune nation. La guerre de leadership entraîne des divisions et l'unité des forces qui a fait fléchir les impérialistes éclatent au grand jour. Le discours de Kasavubu n'était pas un discours flatteur, de platitude. C'était un discours culturel. L'économie qui a avoisiné celle des grandes puissances a été impactée. La sécurité des frontières nationales posait déjà problème. Et depuis là, l'avenir de l'un des pays le plus riche au monde devenait de plus en plus incertain. Lumumba assassiné en janvier 1960, les cartes changent. Mobutu reprend les rênes d'un pouvoir sans partage durant 32 ans. La Deuxième République bascule dans des réformes et les révolutions inédites qui ont impressionné en même temps étonné le monde. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. La constitution de Lulabour, les grands travaux, la zaïrianisation et le pillage, ainsi que la conférence nationale souveraine. La parole est à Monsieur Étienne Tshisekedi. Malgré que son pouvoir totalitaire se confondait à l'État jusqu'au début des années 1990, le maréchal finira par se retirer en mai 1997, forcé par la première guerre du Congo, menée par Laurent Désiré Kabila. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Avec le soutien de l'Occident et des voisins de l'Est du Congo, qui ont trouvé une brèche dans les fondements d'une armée fragilisée par le règne finissant du Grand Léopard, Mouzé a dirigé les Zaïre qu'il a baptisé en République démocratique du Congo dans un contexte de crise sécuritaire, né de sa propre volonté de se débarrasser de ses anciens alliés dans le Rwanda voisin. Il finit par se faire assassiner en janvier 2001 dans des circonstances qui sont restées floues, dont les prévenus condamnés et graciés 20 ans après
continue à redouter. Joseph Kabila reprend le pouvoir au lendemain des funérailles de son père. Il rassemble les belligérants d'un conflit qui avait divisé le pays pour une transition qui a abouti à la tenue en 2006 des premières élections démocratiques, mais décriées. Entre-temps, les poches d'insécurité se sont multipliées dans la région du Kivu et l'Ituri. Des rébellions nourries par l'éternelle convoitise de richesses du Congo. Elle est issue de milieux internationaux qui sous-traitent les voisins comme le Rwanda, avec des conséquences humanitaires que le monde n'a jamais connues. Plusieurs dizaines de millions de morts et déplacés, couplés à des violences horribles passées sous silence par la communauté internationale. 18 ans après, Joseph Kabila fait la passation de pouvoir avec Félix Tshisekedi en janvier 2019, avec le regret de n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais. La corruption, le détournement, la dilapidation de l'argent public, c'est le combat que tente d'imprimer le fils du sphinx de Lémété, des antivaleurs qui ont ruiné la gestion publique et les mentalités de beaucoup de Congolais. Cet héritage destructeur, né des pratiques devenues caractérielles, a ouvert le Congo aux envahisseurs de tous bords, en quête de richesse du pays de Kimbangu, contre le gain facile et égoïste. Toutes ces tares n'ont pas aidé la nation congolaise à se consolider et à construire son modèle social et économique dans un monde en perpétuelle mutation. 64 ans après l'accession de la RDC à la souveraineté internationale, l'intérêt général est loin de s'imprimer dans le mental des Congolais et la considération du bien commun l'est encore moins. Constantin Tamboué, 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, en 2 mots, comment se porte le pays? Le pays se porte bien que mal. Bien parce que nous l'avons et nous faisons toujours cet effort de le défendre, de l'avoir en entier et puis d'essayer de le développer. Je repose ma question, a-t-on évolué 64 ans après? Évoluer parce que nous avons 60 ans, on peut dire oui, mais sur le fond, là, il y a beaucoup de choses qu'il faut peut-être analyser en secteur par secteur parce que le Congo, c'est un tout. Commençons sur le plan politique. En 1960, juste après l'indépendance, il y a eu des guéguerres politiciennes qui a même abouti à l'élimination physique du premier ministre de la République démocratique du Congo. Est-ce que sur le plan politique, avons-nous tiré les conséquences de tout ce qui s'est passé en 1960-61? C'est vrai que la situation de la République démocratique du Congo n'est pas différente, n'est pas à éloigner de celle de toute l'Afrique. Et je parlerai même de tous les pays du tiers-monde. Tout simplement parce que c'est d'abord né de la volonté de plusieurs Congolais qui n'ont pas encore ce souci-là de voir le pays évoluer. Mais au-delà de ça, c'est aussi en termes de gestion, parce que nous parlons bien de l'évolution en termes politiques. C'est la politique, bien entendu, qui mène les autres domaines, c'est-à-dire la définition des politiques qui doivent aider les autres domaines à évoluer. C'est ce que l'Afrique n'a pas su capitaliser, et aussi bien la République démocratique du Congo à travers ses leaders. Donc c'est justement ça. Et qu'est-ce que vous regrettez durant ces 64 ans sur le plan politique? Non, mais ce que nous devons regretter, c'est d'abord le retard pris par rapport à d'autres pays. Lorsqu'on vous dit que la RDC, l'ex-Zaïre, l'ex-Congo belge de l'époque, avait le PIB ou sinon la croissance qui équivalait au Canada et à la Corée, on peut bien se poser des questions pour dire que, écoutez, nous avons pris du retard par rapport à ce pays-là qui avait presque le même niveau de vie au nôtre, mais malheureusement, nous avons plus reculé, et d'ailleurs beaucoup de Congolais ont envie d'aller vivre dans ce pays-là que de rester chez eux. Et nous avons d'ailleurs un avantage, une valeur ajoutée sur le fait d'avoir des ressources que ces pays-là n'ont pas, les ressources naturelles principalement. Les pères de l'indépendance se sont battus pour que la République démocratique du Congo obtienne sa souveraineté.
Et c'était un idéal pour eux, pour que le Congo se gère d'elle-même, les Congolais puissent développer eux-mêmes leur pays. Aujourd'hui, est-ce que ce vœu-là est réalisé? D'abord, il faut dire que ce qui a beaucoup plus motivé les pères de l'indépendance à militer pour cette souveraineté, c'est d'abord l'injustice. Parce qu'ils ont vécu dans un contexte où il y avait des évolués qui n'avaient pas notre peau et des indigènes qui étaient nous, là, nos grands-parents, nos parents de l'époque. C'est-à-dire, l'injustice, c'est l'une des motivations qui a fait qu'ils descendent dans la rue pour dire, écoutez, ce sont nos terres. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le Congo, que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo, ce territoire de plus de 2 millions... 345 409 km². Voilà, ce territoire appartenait à 15 royaumes et empires qui ont cédé leur souveraineté au colon lorsqu'il est arrivé avec la volonté de développer, d'apporter en plus par rapport à ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire ce n'étaient pas des territoires non gérés, il y avait un pouvoir traditionnel, naturel, qui était sur place, mais lorsque le Blanc a récupéré la gestion en termes d'administration, en termes... l'administration en général, c'est-à-dire le colon a essayé d'imprimer aussi sa marque, mais au-delà de ça, il y a eu toujours insatisfaction au niveau des autochtones qui ont quand même resté très longtemps aux côtés du colon. Les pères de la démocratie ou de l'indépendance avaient le vœu d'établir en République démocratique du Congo une république où la démocratie va régner. Aujourd'hui, on peut dire que le Congo ou la RDC est vraiment démocratique. La démocratie, nous pouvons la comprendre sur plusieurs plans. Le premier, c'est d'abord cette initiative d'inviter tous les Congolais de faire le choix de ses dirigeants. C'est ce qui a été fait, et d'ailleurs, c'est Joseph Kabila. Il y a beaucoup il y a tous les cycles, dans tous les cycles électoraux. Oui, mais ça, c'est le deuxième niveau. Ça, c'est le deuxième niveau de la démocratie. C'est-à-dire, d'abord, cette volonté d'accepter que les Congolais se choisissent leurs dirigeants à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés même au niveau municipal et local, parce qu'on l'a promis également. Nous dirons que la démocratie, déjà, à ce premier niveau, nous pouvons dire oui. Mais sur le fond, maintenant, c'est là où nous soulevons maintenant tous ces autres constats liés à la régularité des opérations, des votes notamment, et aussi bien à la tolérance politique et plus loin encore à l'acceptation le fair play aussi en politique, c'est tout à fait correct, mais aussi, il ne faut pas oublier, nous avons encore une classe sociale et politique qui est loin de cultiver cette façon de voir les choses, parce que la démocratie... C'est pas tard. Ce n'est pas un retard, 64 ans après. On ne sait pas inculquer ces valeurs démocratiques. Mais nous ne sommes qu'au 4e cycle électoral. C'est-à-dire que ce sont des valeurs qui doivent être beaucoup plus pérennisées par les partis politiques. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore des partis politiques qui ont ce souci-là de remplir leur mission correctement. Parce que vous savez, les missions d'un parti politique, c'est l'éducation civique, la sélection du personnel politique et aussi bien d'autres missions. Dernière question pour clore ce dossier. Avons-nous, c'est une question fermée, hein, avons-nous échoué, oui ou non? C'est fermé. C'est oui et non. Hein. Voilà. Deuxième dossier.